À la fin des années 90, Miyazaki a 60 ans, il a déjà 7 longs métrages à son actif et son précédent, en 1997, Princesse Mononoke, a été un immense succès, particulièrement au Japon. Et il a toute une série d'histoires en tête qui tournent principalement autour d'un centre thermal, d'un établissement des bains. C'est un lieu qui l'intrigue beaucoup, qui renvoie un peu à son passé aussi. Les bains étaient extrêmement populaires dans les années 60, il y en avait 18 000 au Japon. Et il a plusieurs idées de récits qu'il soumet au studio Ghibli, pour lequel il travaille et qu'il a notamment cofondé. Et une histoire, trois sont refusés, et une histoire va retenir l'attention de ses coproducteurs. Euh, à propos d'une petite fille. En fait, il observe autour de lui un petit peu au quotidien tout ce qui l'intéresse. Et il a notamment des amis et un producteur associé de Ghibli qui a une petite fillette de 10 ans avec qui il passe des week-ends, etc. et qui l'intrigue, qui l'intéresse beaucoup, et notamment par le fait que c'est une fille qu'il qualifie de paresseuse et de râleuse. Et il sait qu'en même temps, c'est une petite fille comme toutes les filles de son âge qui a en elle de très grandes ressources. Il s'intéresse à ses lectures et voit qu'elle a principalement accès à des mangas ou de la littérature assez mièvre, et il a envie d'y remédier en écrivant une histoire. Donc il va s'inspirer un petit peu du portrait de cette fille et notamment de son père. D'ailleurs, la mère de cette fille et donc l'épouse sera assez estomaquée lorsqu'elle verra la bande-annonce de voir à quel point les deux personnages, son mari et sa fille, ressemblent à ceux qu'elle côtoie tous les jours. Et il va donc construire une histoire dans laquelle il va vouloir confronter une petite fille contemporaine à un univers féerique et aussi à la tradition et le folklore japonais. Donc pour ce qui est de l'écriture, il va s'inspirer de beaucoup d'éléments divers, hein. Les écritures chez Miyazaki sont à la croisée de très nombreuses influences. On le voit dans toute sa filmographie. Et c'est la deuxième fois qu'il va vraiment se pencher de manière assez nette sur le Japon. Jusqu'à présent, il avait des récits qui étaient assez généraux dans la fantasy, dans la science-fiction, souvent des personnages féminins. Hein. Les personnages féminins sont extrêmement importants et souvent jeunes, que ce soit avec les deux sœurs d'Ozotoro ou Kiki la petite sorcière ou Mononoke évidemment. Et depuis Mononoke, il se recentre sur le Japon, alors que dans les premières séries qu'il a faites, il était dans une espèce de réécriture un petit peu de l'Europe, hein, que ce soit avec Heidi par exemple, ou les décors qu'on peut avoir dans Porco Rosso ou dans Kiki la petite sorcière. Et là, il a vraiment envie de se pencher sur le Japon et il va beaucoup se documenter, notamment pour l'établissement des bains, il va beaucoup fréquenter le musée d'architecture à ciel ouvert de Tokyo. Et il va donc bâtir un récit. Donc le récit qu'il construit, il le fait sur une méthode donc, qui est assez particulière, hein, puisqu'on est dans un film d'animation. Donc Miyazaki écrit l'intégralité du script, de l'intrigue, du scénario, des dialogues, et en matière de dessin, il va produire des croquis sur les personnages, leurs visages, les décors aussi, et l'intégralité du storyboard, c'est-à-dire vraiment le découpage du film et toutes les séquences dans l'ordre avec les principales idées d'animation et de mouvement. Et ensuite, il va soumettre ça à ses animateurs. Donc les animateurs, eux, récoltent toute la structure et à charge pour eux de dessiner. Donc là, on est en 1999, donc l'ordinateur évidemment commence à être un relais très important pour l'animation. Et elle arrive évidemment au studio Ghibli, mais elle est toujours en fait en fin de parcours. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont fait des dessins, qu'ils ont réussi à construire un, tout ce qui est de l'ordre des visages, des décors, etc., l'ordinateur prend le relais dans les dernières parties, principalement pour les textures, pour tout ce qui est de l'ordre de l'eau, de la lumière et des effets de mouvement particuliers. Mais le studio Ghibli et Miyazaki en particulier tiennent véritablement à ce qu'on soit dans un dessin animé à l'ancienne, où tous les dessins ont été d'abord animés à la main. C'est un travail absolument colossal
Et Miyazaki est extrêmement vigilant, il a une grande équipe sous ses ordres, mais il vérifie absolument tout, il est derrière en permanence, d'autant qu'il lui arrive de changer d'intrigue en cours de route, et c'est ce qui se passera pour ce film-là, puisque au bout d'un moment du développement, quand il soumet une intrigue, il n'est jamais entièrement sûr de la maintenir telle qu'elle est prévue, et effectivement, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il en a pour 3 heures de film et qu'il va devoir faire certains choix, donc il va modifier son scénario en cours de route, notamment en donnant un rôle assez important au personnage de Sans Visage, et ce qui implique que les animateurs derrière revoient certaines séquences, changent certains dessins, etc. Donc c'est un travail extrêmement important. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'équipe que ça mobilise, le premier long métrage, donc le château de Cagliostro, qui avait eu lieu donc 20 ans auparavant, en 1978, avait duré 7 mois pour boucler le film. Et 10 ans plus tard, quand il travaille sur Totoro, en 1988, il a 12 animateurs qui travaillent avec lui. Là, pour ce film-là, l'animation totale va durer 2 ans. L'équipe au global mobilise 300 personnes et il y aura 120 animateurs qui travailleront à temps plein sur ce long métrage. Donc il y a 1500 plans animés et vu la profusion du bestiaire, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Le budget est de presque 20 millions de dollars. Et pour la deuxième fois, c'était déjà le cas pour Mononoke, Disney investit 10% du budget pour avoir un droit de préemption et de distribution aux États-Unis, ce qui va contribuer aussi au succès assez net du film et à l'expansion vraiment internationale de Ghibli. Le travail donc est constant. Miyazaki est connu pour dormir 4 heures par nuit et d'avoir un kiné attitré tant il dessine et qui lui l'aide pour justement toutes ses souffrances musculaires. Et le président de Ghibli a une méthode pour pouvoir obtenir de lui qu'il ne dépasse pas les délais. Il va le voir à un moment, il se rend compte que la tâche est très longue, que le travail est très lent, et il lui propose de lui accorder 1 an de délai pour la sortie, en lui disant on va le sortir 1 an plus tard. Et il sait pertinemment que Miyazaki n'a absolument pas envie de souffrir autant 1 an de plus, et donc il va mettre les bouchées doubles et mettre la pression aussi sur ses animateurs pour qu'on sorte dans les délais. Donc ce qui est présenté comme étant une fleur que lui ferait la présidence est en réalité un moyen poli et diplomate de lui mettre la pression pour que ça avance encore plus vite. Ils arrivent à boucler dans les temps leur film. Il va faire appel à Joe Hisaishi pour la bande originale, pour la musique. C'est un collaborateur de longue date puisqu'ils travaillent ensemble depuis Nausicaa en 1984 et il a fait tous ses longs métrages avec lui. Et on est vraiment entre Hisaishi et Miyazaki dans une relation qui est assez proche de certains binômes cultes de l'histoire du cinéma, que ce soit John Williams avec Spielberg ou Ennio Morricone avec Sergio Leone, où on a vraiment un accord parfait entre l'animateur et le compositeur. Il va le voir, il lui explique l'histoire, il lui montre les premiers croquis, les premières séquences animées. Le compositeur fait la musique et Miyazaki poursuit l'animation et le dessin tout en écoutant la musique, ce qui lui permet un travail de synchronisation et une coloration qui rend vraiment pertinente la musique par rapport aux atmosphères émotionnelles et spectaculaires qu'il a voulu mettre en place. Le film va donc sortir en 2001 et rencontrer un immense succès. Donc déjà localement au Japon, c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma au Japon en salle, qui était auparavant détenu par Mononoke et qui le sera jusqu'en 2020. C'est l'année dernière qu'il a été battu par un autre film d'animation qui est Demon Slayer. Et le film aura aussi une immense portée internationale. Il est présenté au Festival de Berlin, donc à la Berlinale. Il obtint l'Ours d'Or, ce qui est extrêmement rare pour un film d'animation. Il y avait Cendrillon, 1950, qu'il avait aussi obtenu à Berlin. Et il aura aussi l'Oscar du meilleur film d'animation, ce qui fait donc vraiment une consécration et qui permet à véritablement, sur ce film-là, à Miyazaki d'avoir un retentissement notamment sur les États-Unis, parce que Mononoke avait été un immense succès au Japon, mais il n'avait pas véritablement réussi à percer à l'international comme il l'aurait souhaité, et là c'est vraiment le cas avec Chihiro et pour les suivants. Miyazaki qui est ensuite a continué un certain nombre de métrages et va
à chaque fois dire que ce sera le dernier. Son dernier en date de 2013. Et 10 ans après, normalement en 2023, on devrait avoir son ultime film d'animation où il prend de plus en plus de temps, sachant qu'il a aujourd'hui 80 ans, 81 ans même. Donc, ce film, son succès et la fascination qu'il exerce s'expliquent sur plusieurs points. La première chose, évidemment, pour nous, le public occidental, c'est d'y voir quelque chose d'extrêmement nouveau, d'étonnant, d'exotique d'une certaine manière. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le public japonais, c'est aussi quelque chose d'assez surprenant par bien des aspects. La première chose qui va nous intéresser, c'est évidemment la dimension un peu folklorique et qui renvoie à une tradition japonaise. C'est quelque chose que Miyazaki a vraiment à cœur de développer sur ce projet. Et il va le faire en expliquant à travers toutes les images, tout le bestiaire, toutes les idées assez incroyables qu'on peut voir, qu'il y a un mélange entre son inspiration, son imaginaire le plus débridé, et une certaine tradition, notamment celle du shintoïsme. Cette tradition-là, elle va apparaître à plusieurs reprises dans le long métrage. Je ne vais pas vous faire un déroulé de tout ce qui appartient à son imaginaire ou à une tradition réelle, mais ce qui est intéressant, c'est justement cette porosité entre des éléments qui peuvent paraître fantasques, voire surréalistes dans certains éléments, et d'autres qui en réalité renvoient à une imagerie qui est plus traditionnelle. C'est une thématique assez importante dans le cinéma de Miyazaki, que justement de donner une importance au passé, que de donner une importance à un monde spirituel, et notamment à la question des anciens. Le personnage de Kamaji c'est l'aïeul, c'est celui à qui on doit du respect, c'est celui chez qui on vient demander du travail, et qui aura un rôle vraiment fondateur, puisqu'il va donner les tickets de train, il va apprendre la thématique de l'amour, il y a quelque chose d'assez initiatique, c'est celui qui borde aussi la petite fille, et qui a un rôle extrêmement important en représentant justement l'ordre ancien. Toute cette idée-là, on va la retrouver aussi dans la manière dont le film, à la fois donc, joue entre l'imaginaire et la tradition, et travaille dans toute la question spatiale l'idée d'une porosité entre ces mondes, qu'est le monde spirituel et qu'est le monde réel. Toute la phase de transition, Chihiro et sa famille passent par une série de seuils pour pouvoir accéder à ce monde. Et en fait, si on regarde la manière dont c'est construit, surtout quand on le revoit, on se rend compte que dès le départ, on a des indices lorsqu'elle regarde par la fenêtre, que ce soit la statue, que ce soit l'arche, les petites maisons, les oratoires, qui nous montrent que la forêt est déjà le lieu des esprits. C'est un thème qui était très présent dans Mononoke, sauf que dans Mononoke, on était dans une société médiévale, tandis que là, on est dans le Japon contemporain. Et ensuite, on va devoir passer par une série d'espaces précis, mystérieux. Vous avez le tunnel, vous avez ensuite évidemment la passerelle, le pont, qui vont donner accès à un monde qui semble être un monde à part, hors du temps, mais qui en réalité est en communication permanente avec le monde des humains. Et l'intrusion humaine est une occasion pour Chihiro de découvrir un monde qui va être organisée dans la profondeur. Tous les trajets de la première séquence de l'ouverture, en fait, jusqu'à ce qu'elle accède, se font toujours dans la profondeur de champ. Et ensuite, une fois qu'elle est dans ce monde, on va travailler la verticalité, qui est un thème esthétique qu'on retrouve en permanence dans le cinéma de Miyazaki, qu'on pense notamment au Château dans le ciel, évidemment. Et ces scènes vertigineuses où elle va pouvoir, dès le début, mettre en œuvre une forme de courage d'enfant, quand elle ose descendre cet escalier, par exemple, et ensuite on aura une épreuve encore plus grande quand elle marche sur cette gouttière dans une séquence qui semble emprunter directement à Hitchcock, dans sa manière de découper la scène avec la tension que ça crée et l'action à proprement parler. Autre élément important sur justement ce mélange des contraires qui fascine tellement, ça va être toute la question évidemment de la métamorphose. On est dans un monde qui est instable et qui renvoie aussi, par bien des aspects, à une mentalité propre au Japon. On est dans un pays qui est sur un archipel, un pays qui est directement imbriqué dans un monde instable, en proie aux marées, aux tsunamis, aux tremblements de terre, et qui a fait justement de l'éphémère, de la fragilité, de l'instabilité, un véritable principe philosophique. Et cette instabilité, on va la trouver en continu dans la manière dont le monde se construit.
c'est un monde qui joue sur les contraires, qui est habité par ces différentes divinités qu'on appelle les kami ou les yokai, et qui eux-mêmes sont toujours protéiformes. On a un travail d'abord sur des êtres qui sont en constante modification. C'est impressionnant de voir le nombre de personnages qui changent d'apparence, de corps. Des corps qui sont plastiques, qui sont mobiles, un enfant qui devient un garçon, un bébé qui a un double rôle, des transformations en petits ou alors justement gigantesques. Donc il y a aussi un travail sur des dimensions extrêmement étranges qui nous renvoie à quelque chose d'instable et de déconcertant dans les repères qui semblent avoir été normalement construits quand on vous présente le monde. Déjà, il y a une foule incroyable, on ne sait plus où donner de la tête pour voir tous les différents animaux, bestiaux, dieux radis et des hommes limaces, etc., etc. Et en même temps, même quand on commence à faire connaissance avec une créature, eh ben, elle est susceptible de changer, elle est susceptible de devenir soit effrayante, soit extrêmement mignonne, et on va jouer sur aussi toute une gamme de registres qui vont passer du plus comique et du plus attendrissant, avec les petites boules de suie qui renvoient aux fameuses noiraudes qu'on avait dans Totoro et qui étaient déjà tellement attendrissantes, à des créatures beaucoup plus effrayantes et des scènes surréalistes qui peuvent créer une forme de malaise par rapport à ce à quoi on est habitué aussi en termes de films pour enfants. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de critiques qui ont fait des rapprochements entre ce film et Alice au Pays des Merveilles, dans cette idée d'un non-sens, dans cette idée de l'accès à un monde onirique, mais aussi cauchemardesque, extrêmement étrange, dans lequel il y a une forme de violence aussi. Et Miyazaki s'en a un peu défendu en expliquant que ce n'est pas une influence majeure. En revanche, une influence que lui revendique, c'est celle de Paul Grimaud, dans Le Roi et l'Oiseau, avec cette cité justement extrêmement haute, et aussi une poésie très singulière qui l'avait profondément marqué et qui est sortie en 1980. Donc un autre élément, toujours sur cette façon de cohabiter avec des éléments contraires, c'est la thématique de la matière. On est dans un monde supposément spirituel, qui serait normalement immatériel, éthéré. On voit la manière dont justement Shiro devient un peu transparente au début avant de pouvoir s'intégrer à ce monde. Et en fait, c'est un monde dans lequel la matière est constante. Vous avez les 4 éléments en continu, l'air, la terre avec justement cette boue, et on est dans quelque chose où il faut travailler concrètement, et on a des excrétions, des vomissements, quelque chose dans lequel les matières sont extrêmement palpables et donnent à voir un monde qui est finalement absolument pas celui qu'on pourrait imaginer comme étant le monde des esprits, mais au contraire un monde qui vit, un monde dans lequel on a des choses concrètes qui se déroulent, une thématique constante qui est celle de la nourriture, de sa digestion et des matières qu'on échange, que ce soit l'or ou les boules magiques, les seaux qu'on vomit, etc., etc. Et bien entendu, le dernier élément à prendre en compte, c'est celui de l'absence de manichéisme. Cette lutte extrêmement claire et nette et précise dans les contes généralement occidentaux entre le bien et le mal, et qui est quelque chose qui a vraiment apporté un souffle nouveau quand l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, a découvert justement le cinéma de Miyazaki. Parce qu'à partir du moment où Mononoke et Shiro sont sortis, on a ressorti tous les anciens longs métrages au cinéma, notamment de Miyazaki, et il y a toute cette thématique extrêmement intéressante de voir des personnages qui sont réversibles. Des personnages qui ne sont pas stables et qui ne représentent pas le bien ou le mal, qui peuvent être, si on reprend la thématique habituelle et la structure du schéma narratif, à la fois des opposants ou des adjuvants, ceux qui vont contre ou ceux qui aident. Et ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait intéressant qu'on a beaucoup aussi dans Mononoke, dans Porco Rosso notamment, où on voit des personnages qui ont la possibilité de changer, avec cette idée qu'on peut toujours repartir à zéro et qu'on peut modifier son parcours et qu'on peut développer d'autres réactions et ne pas être finalement cantonné à une seule case, une seule fonction narrative, qui serait celle d'être l'ennemi qui sera vaincu ou d'être le gentil qui triomphera. Et cette thématique, elle est tout à fait intéressante parce que justement, elle nous permet de sortir d'un cadre traditionnel du conte et de nous déstabiliser et aussi évidemment de nous fasciner.
la question, évidemment, c'est celle de qu'est-ce qui resterait de quelque chose qu'on peut reconnaître, nous, dans une structure et dans la destinée du personnage principal. Chihiro, on peut évidemment le voir comme une sorte de conte initiatique. Hein, c'est une jeune enfant qui va devoir subir des épreuves et qui va devoir apprendre. Et pour ce thème-là, ce qui a vraiment intéressé Miyazaki, c'est la question du travail. Le travail est vraiment un thème crucial dans ce film, et il l'oppose justement à l'image qu'il a attendrie d'une jeune fille contemporaine qui serait une fille paresseuse. On la voit au début, elle est apathique dans sa voiture, elle râle, elle n'est pas très intéressée, et elle est dans une logique assez négative. Et il va la propulser dans un endroit où, pour pouvoir survivre, il faut qu'elle travaille. Et ce qui est très intéressant, et il a beaucoup travaillé cette idée-là, Miyazaki voulait vraiment que même du point de vue de l'animation, du visage de Chihiro, ce soit la fille la plus banale qui soit. Il y a d'ailleurs eu des frictions un petit peu avec l'un de ses animateurs, le responsable des personnages, qui s'appelle Ando, qui lui voulait un visage plus réaliste, et donc ils ont dû se mettre d'accord un petit peu parce qu'il avait envie d'un visage un peu passe-partout. Il a été inquiet, même lui-même, il le dit à un moment, de savoir si ce visage allait être parlant, et il voulait que ce visage soit un réceptacle à vraiment le public le plus large possible, une figure universelle. Et effectivement, Chihiro n'est pas du tout un personnage qui a un don. C'est pas un personnage qui va se révéler comme dans un nombre incalculable de contes, l'élu ou quelqu'un qui aurait un talent spécial. C'est une fille qui va exister par son action. Et l'une des grandes beautés de toutes les premières séquences où elle arrive dans l'établissement des bains, c'est vraiment le primat qui est accordé au geste. Et c'est de ce point de vue-là très intéressant dans la question de l'animation, de voir à quel point on insiste. Il y a de longues séquences qui sont muettes, où on la voit marcher, où on la voit prendre, on la voit frotter, on la voit récurer, on la voit avec évidemment les petites boules de suie aussi, hein, porter des fardeaux et aider. Et elle s'initie vraiment à l'idée de rentrer en mouvement et d'exister par les gestes qu'elle met en place. Et là, il y a vraiment une idée intéressante et que Miyazaki veut absolument creuser, qui est celle de montrer que ce qu'elle fait est à la portée d'absolument tout le monde et que c'est cette valeur-là qu'elle va développer. Et on va avoir évidemment une façon de montrer cet établissement des bains comme un endroit qui, là, pour le coup, renvoie à la question du travail au Japon, qui va être montré de manière assez ambivalente, parce qu'il y a une valeur du travail, et elle va sortir grandie de cet accès au travail, mais il y a aussi évidemment une façon assez péjorative de montrer cet établissement qui, là, pour le coup aussi, du point de vue de la verticalité, hein, joue sur une symbolique assez nette. On a dans la cave l'esclave Kamaji, et il va falloir monter toute une série d'ascenseurs pour arriver chez la patronne qui est tyrannique et qui donne des ordres à tous ses employés, en plus en leur ayant enlevé leur identité, parce que ça c'est une des thématiques très importantes aussi du film, c'est qu'elle a de l'ascendant sur eux parce que justement ils n'ont plus leur nom. Et engager quelqu'un, c'est lui enlever son nom. Et au Japon, le rapport au nom est extrêmement important. Le nom, c'est la réputation qu'on a, et on doit être fidèle à son nom parce qu'il va de la personne qu'on est socialement et qu'on donne à connaître. Et donc, c'est un acte assez violent que justement doter une partie du nom et de donner à Chihiro un nom qui serait amputé. Et cette quête identitaire, on va la retrouver pour un grand nombre de personnes, puisque Haku lui-même doit retrouver son nom, et une série de personnages cherchent à savoir qui ils sont, notamment ce fameux personnage de sans visage. Et donc dans ce monde du travail, vous avez aussi une référence, Miyazaki l'a dit explicitement, au studio Ghibli lui-même. Hein, il a dit que la manière dont il conçoit cet établissement, et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle dans les 3 récits qu'il proposait, il y avait toujours un établissement thermal, il y a cette idée de montrer un petit peu la place que lui se donne. Il dit, moi je suis Kamaji, hein, celui avec tous les bras qui essaye d'animer, de mettre en place un travail qui soit à la hauteur des attentes d'en haut. Hein, Yubaba, c'est Suzuki, son président, qui lui gueule dessus, donc il a dû apprécier le portrait qu'il faisait de lui. Et il imagine aussi un petit peu symboliquement Chihiro comme étant le jeune animateur qui arrive dans l'entreprise et qui va devoir prendre la cadence sans véritable bienveillance dans une entreprise qui ressemble vraiment à un bizutage et voilà,
directement faire ses preuves avant, lorsqu'elle part chez Zéniba. On peut comparer ça au disciple qui va parfaire son apprentissage, qui va aller voir un autre maître ailleurs pour justement voir une autre façon de dessiner, d'animer, en ayant un autre écho qui va lui permettre vraiment d'être complet dans sa connaissance. Donc il y a cette thématique-là qui est très importante. Et évidemment, dans cette approche-là, ça nous permet aussi de voir en quoi tout ce rapport à un monde apparemment hors du temps, un monde de l'ailleurs, entretient de très nombreux échos, évidemment, avec le Japon contemporain. On le voit dès le départ, c'est une fille contemporaine, et le père parle de cette métamorphose des parcs d'attractions à cause de la crise des années 90, donc la bulle spéculative. Et donc on fait déjà un écho à un contexte où ce parc d'attractions désert pourrait déjà être une sorte de vestige d'une période économique fastueuse qui n'a pas duré. Ensuite, dans le monde, on a donc cette référence évidemment au monde du travail, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, d'une façon claire, on montrait au début que le monde réel est habité discrètement par les esprits, mais qu'en réalité, ces esprits, ces yokai, sont eux-mêmes touchés par la modernité. On le voit à travers évidemment l'esprit putride qui cumule tous ces déchets du monde moderne et de la société de consommation. Ce qui renvoie d'ailleurs à une aventure qu'a vécue Miyazaki lui-même, qui explique qu'un jour il est allé participer avec un groupe pour nettoyer la nature autour de chez lui, et ils ont trouvé au fond d'une rivière un guidon de vélo qu'ils ont été plusieurs à sortir, à tirer, et que ça a dégagé des odeurs pestilentielles de vases, etc. Mais qu'après ça, le ruisseau était de nouveau propre et les poissons ont pu y retourner. Et c'est quelque chose qu'il avait envie d'intégrer dans son propre récit. Et donc la question écologique, elle est évidemment très importante. Elle était largement évoquée aussi dans Mononoke, le film précédent. Et il y a toute une réflexion ici, évidemment, sur la société de consommation. On le voit par la punition des parents. Les parents considèrent qu'ils peuvent se servir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une carte bleue, ils paieront, donc ils peuvent se sentir chez eux, et ça va les transformer en biens de consommation. Toutes les images des cochons renvoient vraiment à une sorte d'élevage industriel. Et ensuite, toute cette thématique de la dévoration, avec le sans-visage, explique aussi justement cet excès. Et c'est aussi ça qui est intéressant, ces espèces de dieux, ces espèces de fantômes, eh bien, ils sont aussi le reflet de manière hyperbolique des défauts des hommes. Et donc, l'établissement des bains commence à ne plus fonctionner à partir du moment où quelqu'un a trouvé une bulle spéculative, c'est-à-dire de l'or qui sort de la main comme ça, et puis qui peut absolument dérégler tout. Ça se transforme en une sorte de festin, puis d'orgie, puis de vomissement généralisé. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant dans le cinéma de Miyazaki, c'est que ce soit sur la violence, sur des images de dégoût, on va avoir des séquences qui sont assez fortes, qui sont assez explicites, et qui, justement, peuvent choquer d'une certaine façon les enfants et les marquer dans les images qu'elle véhicule, et dans la dimension morale aussi, les symboles auxquels elle renvoie. Et toute la question évidemment de cet excès de la consommation va intégrer ce monde-là, ce microcosme-là, et renvoyer bien entendu à des thématiques plus générales. Le rôle de Chihiro là-dedans, c'est justement son action. Face au dieu putride, c'est celle qui a l'initiative de tirer, et comme on le voit, subitement, et c'est là par exemple qu'on voit la réversibilité des personnages, Yubaba va devenir celle qui va aider à coordonner, et tout le monde se met ensemble pour aider. Et donc cette idée de la transformation vers la pureté, vers quelque chose de plus beau, elle va traverser tout le film à travers différentes métamorphoses qui sont évidemment des réponses à la métamorphose monstrueuse des parents en porc, du fait de leur consommation un peu monstrueuse et dégoûtante. Et la question, évidemment, c'est celle aussi de la manière dont on va finalement montrer que Chihiro n'est pas tellement celle qui apprend des autres, elle est plutôt celle qui apprend aux autres. On est davantage dans un récit, moins dans un récit initiatique qu'un récit didactique en réalité. Parce que Chihiro a une qualité que n'ont pas les gens autour d'elle, c'est elle qui refuse toujours à son visage, qui cherche une compagnie et qui pense que justement donner permet d'acheter, et d'acheter notamment les autres, la compagnie, et elle refuse, et c'est la raison pour laquelle elle va réussir à faire de lui quelqu'un d'autre, à savoir qui il est vraiment.
La quête donc de Chihiro va être évidemment le retour chez elle, mais là aussi, du point de vue de l'écriture du récit, on a des bifurcations qui sont extrêmement étranges, et de la même façon que les personnages se métamorphosent en permanence, on a aussi un récit qui paraît prendre des directions. À un moment, on a l'impression qu'on a carrément oublié le sort des parents. Hein. Vous avez Aku, puis vous avez Zeniba, vous avez la transformation du bébé, vous avez des tas de choses qui viennent s'ajouter comme ça et créer une espèce d'archipel de récits assez déstabilisant parce qu'on ne sait pas exactement où on va. Et on a une série de résolutions qui vont générer finalement des thématiques assez particulières. La première, c'est celle évidemment des retrouvailles d'une certaine manière, retrouvailles des personnages entre eux, les personnages qui retrouvent une enveloppe corporelle, hein, qui vont la plupart du temps se délivrer de quelque chose de monstrueux ou de fantastique ou d'un sceau ou d'une malédiction. Donc il s'agit de se libérer pour retrouver une apparence initiale, et il s'agit aussi de retrouver la mémoire. Hein, toute la thématique de la reconnaissance entre Chihiro et Aku, qui va donner lieu à une séquence très belle, hein, qui est une sorte d'apogée dans le film, et qui n'est pas un apogée épique, comme ça pouvait être le cas dans Mononoke, mais quelque chose de beaucoup plus lyrique et de sentimental. On a une histoire d'amour, en réalité, qui se met en place. Et cette histoire d'amour, elle va mener à Chihiro à une découverte qui est à la fois la résolution de tous ces problèmes, mais qui implique au même moment qu'elle quitte ce monde, puisqu'à partir du moment où elle atteint vraiment toute la découverte de qui est Aku, eh bien, elle a la capacité de s'en aller, et elle va devoir en même temps, elle va pouvoir retrouver ses parents, mais ça implique aussi de quitter un monde dans lequel elle s'était intégrée, dans lequel elle avait finalement trouvé sa place et réussi à donner sa place à plein d'autres. Parce que le travail, il est aussi métamorphosé de manière assez nette. Hein, quand ils sont chez Zeniba, tout le monde file ensemble. Il y a vraiment un travail collectif dans la sérénité, quelque chose d'assez poétique. Et là, on va proposer une version du travail qui est une version plus sereine, une petite utopie, si vous voulez, qui serait non aliénante par rapport au travail précédent qui était proposé dans l'établissement des bains. Pourquoi elle reconnaît ses parents? Parce que justement, elle sait instinctivement, quand elle dit que ses parents ne sont pas parmi les porcs, c'est qu'elle affirme tout simplement à Yubaba que ses parents ne sont pas des porcs. Ce sont des humains comme elle est humaine et elle sait qu'elle ne peut pas rester dans ce monde-là. Et en lui disant qu'ils n'y sont pas, ils n'y sont pas parce que pour elle, c'est une évidence, ils sont humains et elle a vocation à les retrouver. Et c'est là que dans ce retour au réel, on va avoir la possibilité de voir une fille qui a grandi, mais en réalité qui n'a pas grandi tant que ça. Elle reprend la main de sa maman de la même façon, avec la même crainte quand elle retraverse le tunnel. Et on peut évidemment se poser la question de savoir si tout ça n'a été qu'un rêve. Quelques petits indices, évidemment, comme dans n'importe quel livre ou conte fantastique, nous montrent qu'il y a une permanence du surnaturel. Elle a encore son nœud violet, par exemple. Il y a cette voiture, il y a de l'herbe, il y a des feuilles qui laissent penser que du temps s'est passé. Mais ce n'est pas exactement ce qui compte. Il y a quelque chose de très important dans le film, et c'est la séquence préférée de Miyazaki, c'est la séquence du train. La séquence du train est une séquence elle aussi assez déconcertante. Alors on peut avoir des éléments déconcertants sur une sorte d'absurde, hein, notamment toutes les séquences avec le bébé. Il y a des séquences qui se passent chez Yubaba qui sont vraiment assez étonnantes dans leur écriture. Mais cette séquence, elle est surprenante parce qu'il ne s'y passe absolument rien. On a, après justement tous les excès de son visage, qui enfin s'est complètement libéré, a vomi sa dernière grenouille, il va la suivre et ils sont assis simplement dans ce trajet durant lequel vous allez avoir un paysage qui défile. Et c'est une séquence qui est très longue, et il y a un très beau plan, assez long, hein, qui devient un gros plan sur Chihiro, qui est un portrait, qui insiste beaucoup sur ce moment. Et ce moment, il a un nom au Japon, c'est ce qu'on appelle le ma, M-A. Et c'est l'intervalle, c'est l'interlude entre deux moments forts. Et c'est quelque chose qui est très important dans la narration, et qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma, hein, notamment, et qui est assez déconcertant pour le public occidental, parce que c'est un moment, justement, sans narration, durant lequel on va laisser décanter un peu ce qui s'est passé dans la séquence qui précède et nous mettre en préparation pour la suivante. Et dans cette interlude surgissent des choses, se digèrent un petit peu, si vous voulez, certains éléments, et on a la possibilité de voir émerger quelque chose de profondément authentique et une émotion qui est extrêmement ténue,
mais qui est d'une profonde vérité. Et cette séquence du train, c'est ça. Miyazaki explique aussi qu'il fait cette séquence parce qu'il se souvient aussi, lui, de la première fois qu'il a pris le train, et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup ému, et qu'il se rappelle de ce moment-là. Et ce moment durant lequel Shiro traverse le décor, quand on regarde, mis à part le fait qu'on ait cette très belle étendue d'eau sur laquelle le train file, tous les éléments qui défilent sont des éléments extrêmement réalistes de son réel à elle. On a une petite maison sur une île, puis on a les néons d'une ville, on a des passants qui prennent leurs bagages, etc. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait se dérouler dans sa vie quotidienne. Et ça permet aussi une relecture de la séquence d'ouverture où elle est dans la voiture et elle regarde, pas vraiment. La caméra est toujours en contre-plongée, on voit des éléments du décor, ses parents lui disent de regarder son école, elle ne la regarde pas. Et progressivement, elle va à la fenêtre, et c'est là qu'elle voit les oratoires, qu'elle voit les dieux, et qu'elle apprend finalement à regarder enfin. Et cette séquence du train renvoie à cette capacité justement à simplement intégrer lors d'un voyage, lors d'un trajet, d'un point A à un point B, dans cet intervalle où on est simplement obligé d'attendre, de proposer une introspection, de proposer une ouverture et une capacité à voir le monde, à voir en soi aussi, et à y voir, si on considère que tout ce qu'elle a vécu est un rêve, eh bien elle a vu en elle tout ce qui peut être son inconscient, quelque chose d'à la fois cauchemardesque, quelque chose d'à la fois absurde, mais de merveilleux, la possibilité de découvrir l'amour, les inquiétudes face à ce que sera le monde des adultes, etc., etc. Mais c'est surtout, en fait, la capacité à regarder réellement ce qui l'entoure et à accéder à la beauté du monde et à tout ce qu'il peut avoir aussi de caché, d'invisible et de merveilleux. Et c'est vraiment ce regard-là, dans cet interlude où il ne se passe rien, que se crée véritablement la magie de Miyazaki et se crée un parcours dans lequel la jeune fille va apprendre à regarder. Merci de votre attention.